Alors, ce qui s'est passé après cette conférence des avocats, c'est que Maître Atou Kofi Amega, qui était un membre du régime, avait assisté à cette conférence-là. Et pour sa part, avait été particulièrement outré par les propos qu'il avait entendus au cours de cette réunion, puisque c'était une claire critique du régime qu'il servait. Et à partir de là, après avoir été faire son rapport au régime, eh bien, Eyadema a donné l'ordre que tous les avocats soient convoqués pour être sérieusement sermonnés. Alors, le bâtonnier de l'ordre des avocats à l'époque, celui qui présidait leur corporation, était Maître Yavi Agboibo, qui a invité ses pairs à cette réunion qui s'est tenue le 26 décembre au Palais des Congrès de Lomé pour débattre avec le régime, et les ministres se sont déchaînés sur eux les uns après les autres en leur reprochant de critiquer le régime, et s'en sont pris à Diovi Gali en particulier, puisque à l'époque, autrefois par le passé, il avait été un des membres de ces sections de jeunesse du RPT, les 3S, et donc on lui faisait savoir qu'on ne pouvait pas comprendre que quelqu'un qui avait été dans des structures du régime comme celle-là pouvait aujourd'hui se permettre de le critiquer. Passons, toute la corporation qui était là avait été profondément indignée. Asila même, à un moment donné, avait menacé qu'on fusille l'un d'entre eux, etc., comme il avait l'habitude de le faire. Mais bon, en réalité, ça n'avait pas intimidé les avocats. Et tout le monde est sorti de cette réunion, en sachant que quelque chose était en train de basculer dans la situation politique nationale. À la suite de quoi, ça c'est ce qui s'est passé fin 89. L'année 90 est survenue dès le début, le 11 février, avec la libération de Nelson Mandela après 27 années de prison. Et vous savez que cet événement a eu un puissant écho dans toute l'Afrique et dans tous les pays du continent, puisque c'est un événement qui a apporté la preuve de ce que un combat de résistance, aussi long qu'il pouvait durer, peut aboutir à une victoire de ce sur quoi ce combat l'apporte. La preuve de la libération de Mandela en était le témoignage. Et donc ça a renforcé l'ensemble des peuples africains et le peuple togolais notamment dans la conviction de ce qu'il était possible d'en finir avec les régimes dictatoriaux qui dirigeaient nos pays. Donc c'est à la suite de ça que, quelques jours après la libération de Nelson Mandela, la situation s'aggravant au Bénin, le régime de Mathieu Kérékou a été contraint de convoquer cette fameuse conférence des forces vives de la nation, qu'on a appelée la conférence nationale, à l'hôtel PLM Aledjo à Cotonou. Et tenez-vous bien, c'est en réalité de l'intérieur même de son parti unique, le PRPB, qu'est partie l'idée de convoquer cette conférence nationale pour trouver les voies et moyens de répondre au diktat du FMI et de la Banque mondiale, à savoir arriver à éradiquer, à faire taire, à faire refluer les grèves, et appeler toute la nation à participer à la mise en œuvre des plans d'ajustement structurel, puisque dans le discours qu'il avait fait à l'ouverture de cette conférence nationale, Mathieu Kérékou disait que cette conférence avait été convoquée conformément aux recommandations expresses de la section conjointe spéciale du comité central du parti, du PRPB, et avait pour objet une impulsion décisive à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation, pour se lancer dans un puissant élan patriotique à la conquête et à la réalisation de tous les objectifs de notre programme d'ajustement structurel. Et donc,
vous comprendrez qu'au point de départ, la conférence nationale du Bénin n'avait pas pour objet d'apporter la démocratie comme beaucoup l'ont pensé par la suite, ce qui est une équivoque, mais avait pour objet de rassembler le peuple du Bénin aux côtés du régime moribond de Kérékou pour mettre en œuvre les plans d'ajustement structurel. Et c'est pour cette raison que vous verrez que, en réalité, à la tête du régime de transition qui se mettra en place, par la suite, on mettra quelqu'un qui, Nicéphore Soglo, qui est un ancien de la Banque mondiale, qui a liquidé des banques, fait les privatisations, etc., conformément au diktat du FMI, et a infligé ses potions amères, au peuple béninois, qui a permis de trouver une solution temporaire à la situation, mais pas durable, puisque les problèmes n'ont cessé de continuer dans ce pays-là depuis. Alors, à la suite de la conférence nationale du Bénin, il y a eu au mois de juin, exactement le 20 juin 1990, le fameux sommet franco-africain de la Baule, qui s'est tenu dans le département de la Loire-Atlantique en France, et qui a pris acte de ce qui venait de se passer au Bénin, et qui a pris acte de cette révolte qui survenait dans tous les pays d'Afrique, et qui a tenté, pour l'impérialisme français en tout cas, de sauver ses intérêts dans ces chasses gardées d'Afrique, en œuvrant à mettre en œuvre un train de réforme pour éviter l'éclatement de situations révolutionnaires qui susceptibles de faire perdre à l'État français ses positions dans ces chasses gardées. Et c'est à partir de là que Mitterrand, qui s'était accommodé des régimes dictatoriaux, des dictatures militaires et civiles des différents pays jusque-là, a recommandé à ses pairs africains, certains ne l'entendant pas d'une bonne oreille, de changer un peu les formes de leur domination et d'œuvrer à ce que une démocratisation des régimes puisse survenir. Alors, à partir de là, on a commencé à développer l'idée selon laquelle les conférences nationales, tout comme ce qu'on a appelé la démocratisation de manière globale de la plupart des pays d'Afrique, a été l'œuvre de Mitterrand. Il n'y a rien de plus faux, puisque la conférence nationale du Bénin, somme toute, est antérieure au sommet de la Baule, et les mouvements qui se développaient au Bénin et qui ont poussé Kérékou à organiser cette première conférence nationale qui est devenue un modèle qu'on a par la suite étendu à tous les pays d'Afrique, sont des phénomènes antérieurs. Donc, c'est une adaptation circonstancielle aux intérêts français qui est qui est le produit, qui a donné finalement ces conférences nationales, puisque à partir de là, l'impérialisme français va l'imposer dans tous les pays, même ceux des pays qui n'en voulaient pas étaient obligés de les tenir, surtout après que, à la fin de la même année 1990, et j'indique là qu'on était déjà en 1990, puisque le sommet de la Baule a eu lieu au mois de juin, le 6e mois de l'année, et le 10e mois, c'est-à-dire 4 mois plus tard, au mois d'octobre, survenait le soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Et donc, donnant raison au Mitterrand qu'il fallait s'adapter aux situations, sinon un vent de soulèvement était en train de déferler sur le continent africain. La preuve, ce qui se passait au Togo, et qu'il fallait absolument faire en sorte que on puisse changer la forme de la domination pour que tout ne soit pas perdu. Et donc, comme vous le savez, le 5 octobre 1990, c'est à l'occasion du procès des 2 étudiants, Doglo Agbelonkor et Logo Dossuvi, à l'occasion de leur procès au palais de justice, que l'éclatement a eu lieu. Donc, le pays, à partir de là, de cette contestation silencieuse, larvée qui se développait, est rentré dans un tumulte d'événements
qui vont aller crescendo, en s'amplifiant au fur et à mesure. Et après la survenue du soulèvement populaire du 5 octobre 1990, Edem Kodjo, qui avait été le fondateur du parti unique, parti État RPT, qui après est devenu secrétaire général de l'OUA, où il est entré en disgrâce avec le régime des Yadema parce qu'il commençait à prendre une posture internationale qui inquiétait Yadema. Donc il a fait démettre de son mandat, le poussant à aller vivre en exil en France, a sorti un appel au grand pardon, qui est un appel pour un renouveau démocratique au Togo, où il a commencé de manière formelle à être le premier à appeler à l'organisation d'une conférence nationale, à la promulgation d'une loi d'amnistie et à la réhabilitation de la mémoire de Sylvanus Olympio comme proposition de solution à la crise togolaise.